Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc aujourd'hui, on va travailler l'examen régional de la région Souss Massa de l'SVT 2019. Avant de commencer, je vous signale qu'on va travailler avec la langue française puisqu'on va répondre aux questions avec la langue française. On va utiliser une langue simple pour vous. Au cas où j'observe que vous n'avez pas compris un mot scientifique, je le traduis en arabe. Donc on commence, bismillah. Pour la restitution des connaissances, on va commencer par la première question, 1A. Donnez la définition de la cellule nerveuse ou neurone. Voilà un schéma d'un neurone. Vous voyez bien qu'il est constitué d'un corps cellulaire, axone et arborisation terminale. Attention, la cellule nerveuse est une unité structurale et fonctionnelle du système nerveux. B. Citez un danger qui menace la santé du système nerveux et un danger qui menace la santé musculaire. On va souligner les mots clés. Un danger, système nerveux, un danger, système musculaire. Un danger, c'est quelque chose qui met le système en difficulté. Ça veut dire, un danger, c'est quelque chose qui met le système en problème. Donc, on va citer un danger, un seul, pour le système nerveux et un seul danger pour le système musculaire. Donc, on va citer pour le système nerveux l'utilisation du drogue, le bruit, l'alcool. Citer un seul danger. Pour le système musculaire, on va citer la déchirure musculaire, tamazzuq al-adali, la tendinite, iltihab al-awtar, et la crampe, التشنج العضلي. Citer un seul danger. C. Citer les éléments intervenant dans le réflexe médulaire. Pour le réflexe médulaire, on parle de l'arc de réflexe. On va citer les éléments qui interviennent dans le réflexe. Donc, vous voyez bien dans le schéma qu'on a la peau, le neurone sensitif, c'est le nerf sensitif, la moelle épinière, le neurone moteur ou le nerf moteur et le muscle. La réponse: les éléments intervenant dans le réflexe médulaire sont les récepteurs sensitifs, on parle de la peau, les conducteurs nerveux, les nerfs, le nerf sensitif et le nerf moteur. Le centre nerveux, c'est la moelle épinière et l'effecteur moteur, c'est le muscle. Exercice numéro 2. Le texte ci-dessus renferme 4 lacunes. Complétez le texte par les termes convenables par les propositions suivantes. Les cellules infectées, humorales, cellulaires, antigènes, lymphocytes T. Donc, on va commencer la lecture du texte. Après sa sensibilisation par 1, données, les se différencient en lymphocytes T, mémoire, et en lymphocytes TC. Ça veut dire TC, ça veut dire les lymphocytes T cytotoxiques. Ces derniers détruisent. Il s'agit d'une réponse immunitaire à médiation. Donc, les mots-clés dans le texte sont se différencient en lymphocytes T, mémoire, et en lymphocytes T cytotoxiques. Donc, la seule cellule qui se différencie en lymphocytes T, mémoire, et lymphocytes cytotoxiques, c'est la lymphocyte T. Donc, après sa reconnaissance avec l'antigène, il va
se différencient en lymphocyte T mémoire et lymphocyte T cytotoxique qui va détruire la cellule ou l'antigène. Donc on va répondre, après sa sensibilisation par un antigène donné, les lymphocytes T se différencient en lymphocytes T mémoire et en lymphocytes T cytotoxiques. Ces derniers détruisent les cellules infectées et il s'agit d'une réponse immunitaire à médiation cellulaire. Je passe à la troisième question. Écrivez vrai ou faux devant chacune de propositions suivantes. Les propositions sont: la fibre musculaire est une cellule longue et plurinucléée. Voilà la fibre musculaire. Vous voyez bien que c'est une cellule longue. Plurinucléée, ça veut dire possède plusieurs noyaux. Donc, c'est vrai. On passe à la question B. Au niveau de la moelle épinière, la matière grise entoure la matière blanche. Voilà la moelle épinière. Vous voyez bien que la matière blanche entoure la matière grise. Donc, c'est faux. C. L'aire de sensibilité générale se localise au niveau du cortex cérébral devant le sillon de Rolando. Voilà le schéma. Voilà le sillon de Rolando en noir. On a le cortex moteur devant, le cortex sensitif derrière. Donc on parle de l'aire de sensibilité générale qui se localise au niveau du cortex cérébral derrière le sillon et non pas devant. Donc c'est faux. D. Au niveau de la plaque motrice, les ramifications de chaque neurone moteur se lient à plusieurs fibres musculaires. Voilà la plaque motrice. Vous voyez bien que les ramifications de la neurone, voilà les 3 ramifications qui se lient à plusieurs fibres musculaires. Donc, c'est vrai. On passe à la 4e question. Associer chaque terme du groupe A à la définition correspondante du groupe B. On va commencer par les lymphocytes T. On a déjà parlé de lymphocytes T au niveau de la question numéro 2. Donc, on va répondre directement qu'il interviennent dans la réponse immunitaire cellulaire. La sérothérapie. Si vous n'avez pas arrivé de prendre par cœur les définitions, je vous prie de faire attention aux mots-clés. Par exemple, la sérothérapie, on a sérum. Donc, la sérothérapie, c'est le transfert de l'immunité par un sérum contenant des anticorps spécifiques. On passe à la 3e question ou la 3e définition, les antibiotiques. Attention, on a 2 propositions ou 2 définitions qui sont un tout petit peu semblables. Premièrement, on a des substances chimiques synthétiques qui bloquent la multiplication bactérienne et des substances sécrétées par des micro-organismes, ça veut dire naturels, et qui bloquent la multiplication bactérienne. Donc, 2 définitions qui sont un tout petit peu identiques. Le premier est synthétique, le deuxième est naturel. Donc, les antibiotiques sont des substances sécrétées par des micro-organismes qui bloquent la multiplication bactérienne. Eh bien, qui sont les substances chimiques synthétiques qui bloquent la multiplication bactérienne? Sont les sulfamides.
Je passe à la quatrième définition. On a la sporulation. Sporulation, au niveau de sporulation, on a spore, bourre. On a déjà vu que la sporulation est un mode de multiplication chez les champignons, type de végétaux. Donc, sporulation, c'est mode de multiplication des champignons. On a fini la première partie. On passe maintenant à la deuxième partie de l'examen. Pour la deuxième partie, le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. Exercice numéro 1. On a deux patients, A et B. Deux patients, ça veut dire deux personnes malades, sont amenés aux urgences d'un hôpital. Pourquoi? Parce qu'ils souffrent chacun d'une paralysie sans traumatisme apparent. Paralysie, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas bouger. Chalel. Sans traumatisme apparent, ça veut dire بدون ظهور كدمات أو صدمات على الأجساد ديالهم. Les premiers diagnostics montrent les résultats suivants. On a deux patients A et B. Les résultats des premiers diagnostics montrent. On a pour le patient A, paralysie du côté droit du corps, shalal. الجهة اليمنى من الجسد. La sensibilité générale du côté droit est intacte. الحساسية العامة. Intact, ça veut dire normal. عادية. La moelle épinière et les muscles sont intacts. Ça veut dire qu'ils sont normaux. Donc, pour la personne A, on a une paralysie. Regardez, j'ai divisé le schéma par deux. Attention, pour vous, في الوقت ديال إنجاز الاختبار ماشي ضروري أنكم ترسموا واحد الشخص باش تقدروا أنكم تفهموا. ندير غير مستطيل à droite, à gauche, et je continue l'examen ديالي. لأن المهم عندي هو أنني نحط المفهوم ديالي اللي عندي في الدماغ ديالي في الورقة باش يمكن ليا نحلل. واضح؟ Donc on a une paralysie du côté droit et la sensibilité générale du côté droit est intacte. Pour le patient B, regardez, on a une paralysie des membres inférieurs plus une perte فقدان de la sensibilité générale au niveau des membres inférieurs. Regardez, donc on a paralysie plus perte de sensibilité générale. Les muscles et les nerfs sont intacts. Attention, lorsqu'on parle d'une paralysie, ça veut dire que cette personne ne peut pas bouger. On parle du message moteur. التحركية الإرادية أو السيالة العصبية الحركية. Donc, lorsqu'on parle de ce message, le sens du message est du haut vers le bas. Ça veut dire quoi, du haut vers le bas? Ça veut dire du cerveau vers la moelle épinière, vers les nerfs, vers les muscles. Vous comprenez maintenant? Et c'est la même chose pour le patient B. Maintenant, proposez deux hypothèses. Deux hypothèses. C'est quoi une hypothèse? L'hypothèse, c'est une proposition, proposition scientifique qui peut être correcte ou fausse. Donc la proposition, dans ce cas, pour voir est-ce qu'il est correct ou fausse, il faut faire des expériences. Donc les expériences viennent après avoir écrit l'hypothèse. Donc la question c'est proposer deux hypothèses pour expliquer les résultats du diagnostic pour chacun des deux patients. Donc pour le patient A, on a déjà dit que la moelle épinière est intacte et les muscles sont intacts. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le cerveau et les nerfs. Donc, première hypothèse, c'est que peut-être, c'est une hypothèse, peut-être que ce patient souffre d'une lésion cérébrale, voilà, ou une lésion au niveau des nerfs. Pour le patient B, on a déjà vu que
les muscles et les nerfs sont intacts. Donc, les muscles et les nerfs sont intacts. Il nous reste le cerveau et la moelle épinière. Donc, peut-être que le patient B souffre d'une lésion au niveau de la moelle épinière ou une lésion cérébrale. On passe maintenant aux expériences. Dans un deuxième diagnostic, le médecin soumet les deux patients A et B à l'imagerie par résonance magnétique IRM. Les documents 1 et 2 montrent les images obtenues chez les deux patients et chez un individu sain. Pour faire la comparaison, il faut faire la comparaison avec un individu sain, ça veut dire normal, qui ne souffre de rien. Je passe. Deuxième question. Comparer entre, on va faire une comparaison, muqarana, entre l'image cérébrale du patient A et celle d'un individu sain. Voilà les résultats d'imagerie cérébrale par IRM. On a le patient A et l'individu sain. Vous voyez bien qu'au niveau de cette imagerie, on ne peut pas remarquer quelque chose qui n'est pas normal. Regardez bien. Donc c'est normal. Alors que le patient A, il souffre, regardez, d'une lésion du côté gauche au niveau du cerveau. Donc on va faire la comparaison, le muqarana. C'est clair que par rapport à l'individu sain, le patient A présente une lésion au niveau de l'hémisphère. L'hémisphère, ça veut dire l'hémisphère gauche. Je passe maintenant au patient B. B, l'image de la moelle épinière du patient B est celle d'un individu sain. On va faire la comparaison. Voilà l'individu sain. Regardez maintenant la moelle épinière de cet individu, intacte, sans problème. Alors que chez le patient B, on voit bien qu'il souffre d'une lésion au niveau de la moelle épinière. Donc on va faire la comparaison. Donc par rapport à l'individu sain, le patient B présente une lésion au niveau de la moelle épinière. غادي تلاحظوا بان ما زدت حتى شي حاجه من عندي داكشي اللي شفت هو باش درت المقارنه. Je passe. Numéro 3. En se basant sur les résultats de l'imagerie cérébrale et de la moelle épinière, déterminer l'hypothèse valide pour chaque patient. Attention, les hypothèses que nous avons fait la question numéro 1. Voilà les hypothèses. On a remarqué deux hypothèses pour chaque patient. Donc, après maintenant l'IRM, je peux décider quelle est l'hypothèse qui est correcte et l'hypothèse qui est tout à fait fausse. Donc, les hypothèses qui sont validées sont que le patient A souffre d'une lésion cérébrale et le patient B souffre d'une lésion au niveau de la moelle épinière. Donc, le patient A, une lésion cérébrale est responsable des résultats du diagnostic. Le patient B, une lésion dont la moelle épinière est responsable des résultats du diagnostic. Maintenant, je passe à la quatrième question. Établissez la relation. العلاقة هنا بين هاد la lésion, ça veut dire تلف. OK? Entre la zone lésée et la paralysie des membres inférieurs et la perte de leur sensibilité chez le patient B. دابا نديرو العلاقة ما بين العناصر. Donc, pour le patient B qui souffre d'une lésion au niveau de la moelle épinière, quelle est la relation entre cette lésion et la paralysie des membres inférieurs et la perte de la sensibilité générale au niveau des membres inférieurs? C'est clair, hein? C'est clair que la moelle épinière joue le rôle d'un transmetteur moteur si le message est moteur et un transmetteur sensitif si le message est sensitif. J'explique. Donc pour ça,
la lésion de la moelle épinière empêche d'une part la transmission des influx nerveux moteurs nécessaires à la motricité volontaire des membres inférieurs du corps. D'autre part, il empêche la transmission des influx nerveux sensitifs vers l'aire correspondante. Par conséquent, la perte de la sensibilité consciente au niveau de ses membres. النخاع الشوكي في هذه الحالة يلعب دور الموصل، موصل حسي في حالة الحساسية العامة وموصل حركي في حالة التحركية الإرادية. وحدوث تلف على مستوى النخاع الشوكي سيمنع مرور السيالة العصبية من المستقبلات في اتجاه الموصل الحسي في اتجاه الباحة الحسية. إذن لن تمر هذه السيالة العصبية. ودائما حدوث تلف على مستوى النخاع الشوكي في حالة التحركية الإرادية سيمنع وصول السيالة العصبية من الباحة الحركية في اتجاه العضلة. أظن واضح. Réaliser un schéma expliquant la relation entre la zone lésée et la paralysie du côté droit du corps du patient A. Donc, lorsqu'on parle du paralysie, ça veut dire que cette personne ne peut pas bouger, ça veut dire la lésion de l'aire motrice. Le schéma que je propose, c'est celui-là. Donc, on a une lésion de l'aire motrice gauche. Voilà. Donc, puisqu'on parle d'une lésion AITLF, donc absence de l'influx nerveux moteur. Donc, puisqu'on a une absence de l'influx nerveux moteur, donc la moelle épinière ne peut pas transmettre cet influx qui était absente. Donc, on va observer une paralysie, on va noter une paralysie du côté droit du corps du patient A. Je passe. Donc, exercice numéro 2. Suite à l'ingestion d'eau provenant d'un puits, les habitants ont été infectés par une bactérie Salmonella typhi qui est responsable de la fièvre typhoïde caractérisée par une diarrhée, des maux de tête et une fièvre aiguë. Donc les mots-clés sont, on a d'eau de puits, ma'bir, qui est sale. Des habitants ont été infectés par une bactérie. Le type du microbe, c'est la Salmonella typhi, responsable de la fièvre typhoïde, humma typhoïde, caractérisée par une diarrhée ishal, des maux de tête, une fièvre aiguë entre 39 degrés Celsius et 40 degrés Celsius. Donc, pour identifier les cellules intervenant dans l'immunité contre cette maladie, donc on va identifier les cellules qui interviennent dans l'immunité contre cette maladie. الخلايا المتدخلة في هذه الاستجابة المناعية. On propose le tableau ci-dessous, résumant le nombre des cellules sanguines chez un habitant malade et chez une personne non atteinte du typhoïde. Donc le tableau montre le nombre de cellules par millimètre cube du sang. Chez un individu malade, ça veut dire atteint de la typhoïde, et un individu sain, ça veut dire normal. Donc les cellules qu'on va comparer, on va parler de globules rouges, des phagocytes et de lymphocytes. Attention, dès le début, ils ont écrit, identifié les cellules intervenant dans l'immunité contre cette maladie. والخلايا التي تتدخل في الاستجابة المناعية هي 3 أصناف. 1. Les phagocytes, les lymphocytes B et les lymphocytes T. Mais attention, ici, ils ont écrit les globules rouges. Là, c'est un agent parasitant, attention. Donc, pour les nombres, on a, pour les globules rouges, on a 4 900 000 pour les individus malades. Pour l'individu sain, on a entre 4 millions et 5 700 000. Donc, c'est normal pour les globules rouges. On n'a pas de problème. Pour les phagocytes, pour l'individu sain, on a 5100. Et pour l'individu malade, on a 13 200.
Donc, on a une augmentation du nombre de phagocytes. Pour les lymphocytes, on a 1900 et pour l'individu malade, on a 2100. Donc, on a une augmentation du nombre de lymphocytes chez l'individu malade. Donc, vous voyez bien qu'on peut comparer les deux cellules, les phagocytes et les lymphocytes chez les deux individus. Maintenant qu'on a compris maintenant le texte, on va passer aux questions. Voilà, augmentation claire au niveau du nombre de cellules par millimètre cube du sang. La question c'est, en se basant sur les données du tableau, bien sûr, déterminez en justifiant votre réponse les cellules intervenant dans l'immunité contre les bactéries typhiques. Donc on va identifier les cellules qui interviennent dans l'immunité contre les bactéries typhiques. Donc on a déjà dit que les cellules qu'on a observées une augmentation aiguë au niveau des membres, c'est les phagocytes et les lymphocytes. Donc, les cellules intervenant dans l'immunité contre la Salmonella typhus sont les phagocytes et les lymphocytes. Pour la justification, l'augmentation des nombres de ces cellules chez le malade par rapport à l'individu sain. Je passe. Afin de protéger les habitants, utilisons l'eau de pluie. Le médecin du village a décidé d'organiser une campagne de vaccination contre la typhoïde. Campagne de vaccination contre la typhoïde, حملة التلقيح ضد حمى التيفويد. Pour déterminer l'importance de la vaccination contre cette maladie, des mesures, de la quantité d'anticorps contre la bactérie de la typhoïde ont été effectuées chez 2 sujets contaminés par cette bactérie. Le sujet X, ça veut dire la personne, n'a pas été vacciné alors que le sujet Y a été vacciné contre la bactérie de la typhoïde. Donc les mots-clés sont une campagne de vaccination, ça veut dire on va faire une petite révision sur le principe de vaccination. 2, on a 2 sujets, une personne qui n'a pas été vaccinée et la personne Y qui a été vaccinée. Pour le principe de vaccination, voilà, pour le principe de la vaccination. On a premier contact, on a une réponse primaire. La réponse primaire est caractérisée par la formation des cellules mémoire. Le taux d'anticorps est faible. Le temps de la réponse est tout à fait retardé. Alors que pour la deuxième ou pour le deuxième contact, on a une réponse secondaire qui était caractérisée par une réponse intense et rapide. Voilà. Donc c'est le principe de la vaccination. Je passe maintenant aux questions. Donc regardez bien les deux mesures. Le sujet X non vacciné contre la Salmonella typhi. Le sujet Y vacciné contre la Salmonella typhi. La question c'est déterminer en justifiant, bien sûr, votre réponse, le type de médiation de la réponse immunitaire intervenant contre la bactérie de la typhoïde. Lorsqu'on parle de type de médiation ou du type de réponse immunitaire, on revient aux mesures. Les mesures sont, on parle de taux d'anticorps, le taux d'anticorps dans le temps. Le taux d'anticorps chez le sujet X et le taux d'anticorps chez le sujet Y. Ne compliquez pas les choses. Je parle d'une réponse immunitaire humorale. C'est clair? Donc, la réponse C. La réponse immunitaire intervenant contre la bactérie de la typhoïde est de type humoral. Justification, l'intervention des anticorps. Comparer la réponse immunitaire contre la bactérie de la typhoïde chez le sujet X et le sujet Y. Pour la réponse contre la bactérie de la typhoïde chez le sujet X et le sujet Y, vous voyez bien que après la contamination, la réponse est apparue après 7 jours. Alors que
c'est le sujet Y, vous voyez bien que après une journée ou 2 jours. Donc, on parle d'une réponse immédiate pour le sujet Y et une réponse retardée, متأخرة, غير فورية, pour le sujet X. Pour le taux d'anticorps, regardez le taux. Le taux d'anticorps sécrété est faible pour le sujet X et le taux d'anticorps sur le sujet Y est intense. Ça veut dire élevé. Voilà la comparaison. C'est le sujet non vacciné, la réponse est retardée, on l'a déjà dit, après une semaine, avec un taux d'anticorps faible. Par contre, chez le sujet vacciné, la réponse est immédiate, fawriya, avec un taux d'anticorps élevé. Donc maintenant, on va expliquer pourquoi. Pour l'explication, il faut baser sur le cours. Donc regardez bien, lorsqu'on dit déjà dans le texte représentatif de l'expérience, le sujet Y a été vacciné. Donc on parle de la mémoire. Donc on parle de la mémoire immunitaire. Donc la réponse c'est quoi? La différence observée entre la réponse immunitaire chez le sujet X et le sujet Y s'explique par le système immunitaire est caractérisé par une mémoire immunitaire qui lui confère la possibilité de reconnaître tout antigène qu'il a déjà contacté, ce qui explique une réponse immédiate et amplifiée ou importante. Voilà, c'est tout pour cet examen. Merci.